Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ici tout commence frappe fort avec l'épisode 1335, un épisode charnière où l'illusion de la fête vole en éclats et où chaque personnage se retrouve confronté à ses propres limites. Sous les lumières de Noël, là où l'on attend normalement de la douceur, de la réconciliation et des promesses d'avenir, ce sont la peur, la colère et les blessures profondes qui prennent le dessus. Rien n'est simple, rien n'est léger, et surtout rien ne sera plus jamais comme avant. Au cœur de cet épisode, Colleen est au bord du précipice. Elle pensait pouvoir garder le contrôle, poser des limites claires, se protéger derrière une carapace de froideur et de professionnalisme. Mais le retour insistant d'Amory agit comme un poison lent. Un message vocal, une invitation anodine en apparence, puis une présence de plus en plus envahissante jusqu'au moment où la pression devient insoutenable. Ce qui devait être une période de fête se transforme en véritable cauchemar, et Colleen comprend trop tard qu'il y a des personnes qui n'acceptent jamais le refus. Face à elle, Amory franchit une ligne irréversible. La frustration se mue en rage, la déception en violence. Dans cet épisode, ce n'est pas seulement une histoire de sentiments ou de jalousie, c'est le portrait glaçant d'un homme qui refuse la perte, qui refuse le non, et qui préfère tout détruire plutôt que d'accepter la vérité. Et quand la colère explose, c'est tout un symbole qui s'effondre, les cuisines, les plats de Noël, le travail de semaine comme si la magie elle-même était piétinée. Mais pendant que certains s'enfoncent dans la destruction, d'autres tentent de préserver ce qui peut encore l'être. À l'hôtel Jourdain, les traditions familiales se heurtent aux blessures du passé. Entre deuil, rancœur et compromis douloureux, chacun avance sur un fil fragile, cherchant un équilibre entre mémoire et pardon. Les apparences sont soignées, les décorations brillent, mais sous cette façade élégante, les tensions sont à leur paroxysme. Un simple dessert peut devenir une arme. Un mensonge discret peut fissurer une confiance naissante. Et puis, au milieu de ce chaos émotionnel, des lueurs d'humanité subsistent. Des gestes de solidarité, des mains tendues, des décisions collectives prises dans l'urgence. Quand tout semble perdu, quand le découragement gagne, certains choisissent encore l'union, l'entraide, le courage de rester debout ensemble. Parce que parfois, ce n'est pas l'absence de drame qui sauve mais la capacité à se relever après l'effondrement. Cet épisode 1335 d'ici tout commence n'est pas un simple épisode de fête. C'est un épisode de rupture. Un épisode où les masques tombent, où les silences explosent, et où chaque personnage est forcé de se révéler. Alors accrochez-vous, car aujourd'hui, ici tout commence ne célèbre pas Noël. Il raconte le moment précis où tout bascule. Dans le prochain épisode d'ici tout commence, Amory continue de semer le trouble. Seule, Colleen écoute un message vocal qu'il lui a laissé. Sa voix résonne, insistante, presque trop familière. Il lui propose de le rejoindre au marché de Noël, comme si tout pouvait redevenir simple, comme avant. À ses côtés, Gaspard perçoit immédiatement le danger. Il s'inquiète, tente de la raisonner, sentant que cette invitation ravive quelque chose de fragile. Mais Colleen se referme aussitôt. « Laisse-moi tranquille. » Le ton est sec, sans appel. « Arrête de t'immiscer dans ma vie. » Puis elle pose clairement les limites, le regard droit. « Entre toi et moi, il n'y a que du professionnel. Rien d'autre. » Gaspard encaisse, blessé mais lucide. Colleen, elle, tente de se convaincre qu'elle contrôle la situation, même si, au fond, le message d'Amory continue de résonner dans sa tête. Pendant ce temps, ailleurs à l'Institut, Clotilde fait part de ses doutes à Joachim. Elle appréhende la surprise préparée par Tailly pour Lou, craignant qu'elle soit mal reçue ou qu'elle tombe à côté. « J'ai peur que ce soit trop ou pas assez. » Joachim, plus détendu, la rassure avec un sourire confiant. « Fais-moi confiance. Lou va être ravie. » Ce genre d'attention, ça ne trompe jamais. Deux visions s'opposent une fois encore, la prudence de Clotilde face à l'optimisme de Joachim. Mais à l'approche de Noël, une chose est sûre, les surprises, bonnes ou mauvaises, ne font que commencer, et certaines pourraient bien faire plus de dégâts que prévu. À l'approche des fêtes, l'hôtel Jourdain entre doucement dans une autre dimension. Les équipes s'activent, les guirlandes s'installent, les lumières se reflètent sur le marbre du hall,
Tout est prêt pour accueillir un Noël élégant, feutré, à l'image de ce palace chargé d'histoire. Mais derrière cette façade lumineuse, les tensions familiales refont surface. Pour Jeanne, le 26 décembre ne souffre aucune exception, c'est le Noël des Jourdain, celui des traditions transmises de génération en génération. Elle insiste pour que les usages soient respectés, convaincue que ces rituels sont ce qui maintient la famille debout, surtout dans les périodes de fragilité. Face à elle, Hector finit par céder. Il accepte que la fête ait lieu comme prévu, mais pose une limite claire, presque douloureuse. Il ne veut pas qu'Andrea soit présente. La blessure est encore trop vive. Hector n'est pas prêt à la trêve, ni au faux-semblant. Pour lui, la plaie est trop récente pour être masquée par des décorations et des sourires de circonstance. Jeanne tente alors de le ramener à une autre réalité, plus humaine, plus crue. Elle lui rappelle doucement que, pour Andrea, ce Noël est particulier. C'est le premier sans son mari. Les mots flottent dans l'air, lourds de sens. Ce n'est plus seulement une question de tradition ou de rancœur, mais de deuil, de solitude, et de ce qu'il reste quand l'absence s'installe. À l'hôtel Jourdain, tandis que les lumières s'allument et que les festivités se préparent, une autre bataille se joue en silence, celle entre la mémoire, la douleur, et la difficile décision de savoir s'il est déjà temps ou non de pardonner. À l'hôtel Jourdain, les lignes commencent enfin à bouger. Après de longues hésitations, Hector accepte finalement un compromis, posé mais chargé de sens. Si Ismaël souhaite passer Noël avec sa grand-mère, il ne s'y opposera pas. Une concession difficile, mais nécessaire. Ce revirement n'est pas le fruit du hasard. Jeanne et Denis ont su trouver les mots justes, mêlant fermeté et empathie. Ensemble, ils forment une équipe étonnamment solide, capable d'apaiser les tensions sans nier les blessures encore ouvertes. Dans cet élan d'apaisement, Jeanne décide d'ouvrir un peu plus la porte. Elle invite Léonard à partager le repas du 26 décembre à 13h. Touché par cette attention, Léonard veut être à la hauteur. Il se lance alors dans la préparation d'un dessert spécialement pensé pour elle, une bûche litchi confit et mandarine, subtile, délicate, élégante. Un choix loin d'être anodin, Ismaël lui a confié que ce sont des saveurs que Jeanne adore. Mais alors que Léonard s'applique, concentré et sincère, une ombre plane. Bianca s'approche et, mine de rien, glisse une information empoisonnée. Tu sais, Jeanne adore la noix de coco. Un mensonge pur et simple. Car en réalité, Jeanne déteste la noix de coco. Le geste est calculé, presque invisible, mais lourd de conséquences. Bianca tente ainsi de saboter la bûche, et peut-être plus encore, la confiance fragile qui commence à se tisser autour de cette table de Noël. À l'hôtel Jourdain, alors que les traditions reprennent vie et que certains cherchent l'apaisement, d'autres choisissent encore la rivalité et la manipulation. Et ce 26 décembre, derrière une simple bûche, bien plus qu'un dessert pourrait se jouer. L'inquiétude monte chez Gaspard. Face à César, il ne prend plus de gants. Faut que tu te bouges. Dis-lui que tu la kiffes. Maintenant. César hésite. Son regard se voile. J'ai pas envie de la décevoir encore une fois. Gaspard secoue la tête, grave. Le vrai danger, c'est Amaury. Il rôde. Et si tu laisses faire, tu vas la perdre pour de bon. Le message est clair. L'attente n'est plus une option. Un peu plus tard, Gaspard s'éloigne, annonçant à Colline qu'il doit passer un coup de fil à Malo. La voie est libre. C'est maintenant. César s'approche, le cœur battant. Colline, faut que je te parle. Il s'accroche à ses mots, cherche son regard. Je te promets que je fais pas semblant. Ce que je ressens est réel. Je suis sincère. Mais Colline ne vacille pas. Elle se referme, dure, tranchante. Fous-moi la paix. Les mots claquent. Je sais que tu mens. Ajoute-t-elle. T'as toujours menti. César encaisse, sans répondre. Il comprend qu'elle est convaincue, enfermée dans sa certitude. À cet instant précis, le téléphone de Colline vibre. Un nouveau SMS d'Amaury. Elle ne répond pas. Elle ne va pas au marché de Noël. Alors Amaury vient à elle.
Il débarque en cuisine, les yeux brûlants, la tension à son comble. Pourquoi tu viens pas? Colline n'élude plus. Elle le fixe droit dans les yeux et lâche, sans détour. Je ne t'aime pas. Le silence est brutal. Amaury vacille puis explose. Dans un accès de rage incontrôlable, il s'acharne sur les préparations de Noël. Plats renversés. Décors détruits. Desserts écrasés. Tout ce qui devait symboliser la fête, la paix, la reconstruction, est anéanti. Les bruits résonnent comme des coups de tonnerre dans les cuisines. La magie de Noël se fracasse au sol. Colline recule, choquée. Ce n'est plus une déclaration ratée, ni une histoire de sentiments confus. C'est un point de non-retour. Et au milieu des décombres, une certitude s'impose. Amaury vient de franchir une ligne. Une ligne derrière laquelle il n'y a plus d'excuses possibles. Dans les cuisines ravagées, Colline est à bout. Les plats de Noël jonchent le sol, les décorations sont brisées, l'odeur des préparations gâchées flotte encore dans l'air. Face à Amaury, elle craque. Les larmes débordent, la voix se brise, mais les mots sortent avec une violence libératrice. Qu'est-ce que vous avez tous à me faire, CH? Casse-toi. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Le silence tombe, lourd. Amaury reste figé une seconde, son regard vacille, puis il comprend enfin qu'il a tout perdu. Sans un mot de plus, il finit par partir. Dès qu'il franchit la porte, Colline n'a plus la force de tenir. Elle s'écroule en larmes, seule, au milieu des préparations détruites, submergée par la fatigue, la peur et le trop-plein d'émotions. Ce n'est plus seulement la colère, c'est l'effondrement après des semaines de pression, de doutes et de blessures accumulées. Quelques instants plus tard, dans un tout autre registre, Taï débarque en cuisine, le sourire aux lèvres, prête à dévoiler sa surprise pour Lou. Elle s'approche de lui, un peu nerveuse mais heureuse, et lui confie que tout cela n'aurait pas été possible sans Joséphine. C'est grâce à elle. Elle m'a aidé du début à la fin. Puis, avec une douceur rassurante, Taï ajoute. Pour le réveillon, je serai avec Clotilde, Joachim et Joséphine. Lou est touchée. Au milieu du chaos et des drames, cette annonce apporte une respiration, une promesse de chaleur et de réconfort. Entre l'effondrement de Colline et la tendresse de cette surprise, l'Institut aussi une fois encore entre la violence des ruptures et la force des liens humains, ceux qui, parfois, empêchent tout de s'écrouler pour de bon. Un peu à l'écart de l'agitation, Lou tente d'aborder un sujet délicat avec Taï. Il cherche à savoir comment se passent les choses pour elle dans sa famille d'accueil, s'inquiète sincèrement. Et ça va, chez eux, pour Noël? Mais Taï esquive aussitôt. Un sourire rapide, une réponse vague, puis elle change de sujet. Elle évince la question, comme on referme une porte trop lourde à ouvrir. Lou comprend qu'il a touché une zone sensible. Il n'insiste pas. Parfois, le silence en dit bien plus que toutes les explications. De leur côté, Maya et Léonard réalisent peu à peu une vérité plus douloureuse encore, Bianca va se retrouver très seule pour Noël. Ils comprennent que, dans sa famille, rien n'est simple. Les relations avec ses parents sont compliquées, presque inexistantes. Sa grand-mère vit loin, trop loin pour être présente. Et soudain, une évidence s'impose. La famille Jourdain, ce n'était pas juste un cadre prestigieux ou un lieu de passage. C'était sa famille de cœur. Celle qui lui donnait un sentiment d'appartenance, de stabilité, de chaleur. Maya échange un regard avec Léonard. Ils n'ont pas besoin de parler pour comprendre que cette solitude-là est lourde, surtout à Noël, quand tout rappelle ce qui manque. Dans les couloirs illuminés de l'Institut, entre décorations et promesses de fête, certaines absences se font plus bruyantes que jamais. Et pour Bianca, comme pour Taï, Noël réveille autant les blessures que les souvenirs d'un foyer qu'on n'a plus vraiment. Épuisée, Colline craque. Les yeux rougis, la voix tremblante, elle avoue à Gaspard et César ce qu'elle n'osait plus formuler. On n'y arrivera jamais. Gérer deux événements en même temps, c'est impossible. La tension est à son comble. Gaspard, fidèle à son franc-parler, lâche avec amertume. Amaury, c'est un cafard. Colline rectifie aussitôt, sans humour cette fois.
Non. C'est un cloporte. Le rire nerveux qui suit ne dure qu'un instant. La réalité reprend vite le dessus. Alors, dans un sursaut collectif, les trois prennent une décision radicale, faire appel au chef. S'il faut travailler toute la nuit, ils le feront. Il n'y a plus de plan B. Pendant ce temps, ailleurs, Rose, Jim et Mark passent le réveillon de Noël ensemble, dans une atmosphère simple et chaleureuse. Une chaise reste vide, Thibaut est à Lille, avec la famille de sa compagne. Le téléphone vibre, les rires s'échappent de la table quand la porte s'ouvre brusquement. Gaspard débarque, le visage fermé. Tout le menu de Noël a été saccagé. Un silence tombe. Si vous venez pas à l'institut, le mariage est annulé. Il n'en faut pas plus. Les manteaux s'enfilent, la fête s'interrompt. Noël attendra. À l'institut, la cuisine se transforme en quartier général. Rose, Clotilde, Jim et Mark prennent place derrière les plans de travail, sans hésiter une seconde. Gaspard et César se joignent à l'effort. Les gestes sont rapides, précis, solidaires. La nuit sera longue. Au milieu de cette fourmilière, Colline observe, submergée. Elle s'arrête un instant, la gorge serrée, puis murmure. Un vrai merci. Il reste 17 heures. 17 heures pour reconstruire un menu, réparer le chaos, sauver un mariage. Dans la chaleur des fourneaux, une certitude s'impose, quand tout semble perdu, c'est l'union qui fait tenir debout. Et c'est sur cette fracture silencieuse que se referme cet épisode 1335 d'Ici tout commence. Un épisode où Noël n'a pas été synonyme de paix, mais de révélation brutale. Où les décorations n'ont pas réussi à masquer les blessures, ni à empêcher certaines colères de tout balayer sur leur passage. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des plats détruits ou une fête compromise, mais des limites franchies, des illusions brisées, et des personnages poussés à bout. Colline en sort marquée, profondément ébranlée, mais aussi lucide. Car parfois, il faut toucher le fond pour comprendre qu'il n'y a plus de retour possible. Amaury, lui, a montré son vrai visage, laissant derrière lui un chaos irréparable. Et autour d'eux, l'institut a vacillé, rappelant que même les lieux censés former, protéger et rassembler peuvent devenir le théâtre des pires tensions humaines. Pourtant, au milieu de cet effondrement, une vérité persiste, quand tout s'écroule, ce sont les liens sincères, la solidarité et l'entraide qui empêchent le pire de l'emporter. Ceux qui restent, qui agissent, qui se relèvent ensemble, prouvent que tout n'est jamais totalement perdu. La suite s'annonce décisive. Les blessures sont à vif, les choix à venir seront lourds de conséquences, et certains personnages ne ressortiront pas indemnes de ce Noël qui a tout changé. Si cet épisode vous a marqué, n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite, et à rester avec nous pour continuer à décrypter ensemble les moments les plus forts d'Ici tout commence. Parce qu'après un tel basculement, rien ne peut vraiment reprendre comme avant.